Hello, c'est Mélanie Wanga. Alors même si vous ne connaissez pas son nom, le wax est partout. Et vous en avez déjà sûrement vu. Sur les podiums, sur Instagram, dans les appartements chics ou populaires, dans les quartiers africains et sur le dos des célébrités. De Paris à Abidjan, en passant par New York ou Tokyo, sur les anonymes comme sur Beyoncé, ce tissu dévore la mode. Il faut dire que le wax est pile dans l'air du temps. À la fois inventif et traditionnel, ça symbolise l'Afrique et donc la diversité, et ça plaît à de plus en plus de monde, et donc à de plus en plus de marques. D'ailleurs, j'ai moi-même dans mon armoire des robes, des hauts, des pantalons en wax. On le trouve aussi sur des meubles, comme objet de décoration, en sac, en housse pour ordinateur portable, en boucle d'oreille, en couvre-chef, etc., etc. Alors si vous êtes passé à côté du retour en force du wax et que vous savez même pas trop ce que c'est, petite explication. Le wax, en anglais, veut dire cire. Les deux faces du tissu sont traitées à l'aide d'une cire, qui lui donne du coup des propriétés hydrophobes, c'est-à-dire qui repousse l'eau. On trempe le tissu dans les bains de teinture, et les zones recouvertes de cire prennent pas la couleur. Le wax ancien prenait beaucoup de temps, donc, à être confectionné et était réservé aux plus riches. En France, on vend du wax de deux manières, dans les boutiques des quartiers africains, ou dans les grands magasins et boutiques hype. Souvent sous le feu des polémiques, la marchandisation de ce tissu coloré, très porté dans plusieurs pays d'Afrique, pose question. Que cache la récupération du wax par les grandes marques occidentales, lui qui a longtemps été confiné à l'Afrique ? Quelle est son histoire qui part d'Indonésie à l'Afrique, vers la Chine, puis l'Europe et les États-Unis ? Le wax, itinéraire d'un tissu façonné par le colonialisme, ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Mode et beauté, aujourd'hui nous mettons à l'honneur le fameux wax. On ne manque jamais une occasion de parler de la création africaine et surtout autour du wax. Qui cartonne depuis plusieurs saisons sur les podiums des plus grands couturiers. J'aime faire les magasins et c'est vrai qu'on en voit beaucoup aujourd'hui, un peu partout. Pour un tissu, c'est assez étonnant, mais pourtant, le wax est l'objet de beaucoup de controverses, allant parfois jusqu'au mot qui fâche, appropriation culturelle. C'est que le wax possède une dimension politique et sociale très importante. L'histoire de ce tissu est inextricablement liée à l'entreprise de la colonisation. Elle commence au XIXe siècle, à Java, en Indonésie, avec le batik. Les Provinces-Unies, de nos jours on les appelle les Pays-Bas, veulent alors développer ce tissu, mais il ne plaît pas vraiment aux populations locales. Des tirailleurs ghanéens, qui sont employés des Provinces-Unies, rapportent alors du batik au pays, et là, c'est l'engouement. Les femmes du Ghana et de Côte d'Ivoire adoptent le wax en pagne, qu'elles utilisent tel quel, autour de la taille, prête à l'emploi, ou qu'elles cousent alors en vêtements. Le Hollandais Vlisco devient le fournisseur numéro 1 et fait une concurrence sans merci aux petits fabricants locaux. Le wax a une signification religieuse. On en porte pour les cérémonies de mariage, par exemple, mais aussi politique. Il existe des pagnes en wax à l'effigie de présidents africains, mais aussi français ou étrangers. On a le wax Georges Pompidou, par exemple, ou même le wax Barack Obama. Et bien sûr, il y a la signification culturelle. Certains wax et certains pagnes se transmettent dans la famille. Anne-Marie Boutiot est anthropologue, historienne de l'art et autrice de Wax aux éditions Hoboke, un ouvrage qui retrace l'histoire du fameux tissu. Elle a notamment travaillé longtemps au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, en Belgique. En Indonésie, et Java, c'est probablement l'endroit où il a été le plus développé et de manière la plus subtile et la plus complexe. Ce qui s'est passé, c'est que donc il s'appelle wax à cause de ce procédé de réserve de teinture à la cire. Et c'est un mot anglais qui s'est généralisé, mais aujourd'hui aussi, les tissus qu'on appelle wax sont parfois pas du tout des tissus qui ont été teints selon cette technique. Et il y a des tissus tout à fait mécanisés qui ne sont pas du vrai wax, mais qui présentent toutes les caractéristiques du wax et qui sont associés à cette technique et donc appelés wax par extension. La conception et une grande partie de la production du wax se sont faits et se font toujours en Europe et même en Asie, alors qu'aujourd'hui le tissu est quand même devenu le symbole de l'Afrique. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de cette dichotomie en fait. Oui, mais c'est justement ce qui m'a intéressée dans l'étude de ce tissu, c'est que il a cette identité multiple, il est parfois considéré comme incongru ou paradoxal et il est émouvant. Il est émouvant parce que quand les gens en parlent, ils sont aussi
ils le prennent d'une manière tellement émotionnelle, parce que je me souviens qu'à la sortie du livre, quand j'ai participé à une émission de radio pour RFI, à laquelle des auditeurs étaient invités à réagir, il y a eu ces réactions qui étaient toutes parfaites, correctes, justes. Notamment une femme disant le wax, c'est mon identité, j'ai grandi avec du wax, je l'ai porté depuis que je suis née pratiquement, et il fait partie de mon environnement africain, et je le sens comme un participant de mon identité. Et elle avait raison. Et puis, il y a eu ce jeune homme qui a parlé avec une virulence extrême en disant « Mais comment peut-on associer le wax à l'identité africaine alors qu'il est fabriqué en Europe, à Helmond, et qu'il représente tout ce qui est la soumission de l'Afrique au monopole européen, cet environnement affolant, humiliant. » Et il avait raison aussi. Et donc, c'est pour ça que ce tissu a vraiment cette qualité de faire réfléchir à ce qu'est l'identité. Et finalement, ce qu'on adopte, ce qu'on intègre, ce qu'on accepte, et ce à quoi on s'identifie est probablement ce qui est le plus exact, parce que je ne peux renier aucune des deux réponses. Ils ont tous les deux raison. Et probablement par un parcours personnel qui fait que pour eux, le wax est soit la marque d'une intense africanité ou la preuve d'une humiliante provocation de la part de l'Occident et d'une espèce d'adoption d'un patrimoine étranger, au départ indonésien d'ailleurs, et puis aussi africain parce qu'ils ont adopté des motifs qu'ils ont puisés dans le patrimoine africain pour réaliser ces objets. Et au final, on est face à un tissu qui a intégré tellement de choses différentes, mais qui sont aussi tellement émotionnellement profondes, que c'est difficile de le qualifier, si ce n'est pour justement avoir une réflexion à propos de l'identité et du fait qu'elle est, à mon avis, fluide aussi. C'est-à-dire que l'identité, c'est peut-être plus intéressant encore de la qualifier en termes d'identification, parce que ce à quoi on s'identifie vraiment profondément, probablement c'est là que se situe sa véritable identité, à partir du moment où il y a vraiment aussi une connaissance de la culture qui s'ajoute. Oui. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire presque que l'Afrique est le consommateur et que l'Europe, au final, est un peu le producteur. Et du coup, comment on peut en fait réfléchir à ça ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de polémiques autour notamment des questions d'appropriation culturelle. On dit oui, porter du wax quand on n'est pas noir, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle ? Vous l'avez dit, le wax a des origines multiples, donc ça pose la question. Mais est-ce que l'enjeu économique n'est pas quelque chose à prendre en compte aussi dans cette question-là ? Du fait que justement les bénéfices peut-être du commerce du wax ne reviennent pas nécessairement aux pays qui en consomment le plus, aux Africains ? Absolument. Et c'est un point extrêmement important que j'ai souligné aussi dans l'ouvrage Wax, c'est le fait qu'il y a cette domination à la fois intellectuelle et économique qui est insupportable. Il y a eu des moments dans l'histoire, je dirais, du wax et des textiles en Afrique où plusieurs sociétés de production africaines ont développé le tissu, mais beaucoup sont aujourd'hui soit fermées, reprises par des groupes chinois ou toujours sous la tutelle de Vlisco, de cette usine de Hollande. Et donc, c'est clair que le fait qu'il y ait cette domination économique est très certainement insupportable. Au moins, quand il y avait de nombreuses usines africaines, il y avait une main-d'œuvre africaine, il y avait une participation africaine. C'était à quelle époque ces usines-là, à peu près ? Au moment des indépendances, il y a eu plusieurs pays, Nigeria, Ghana, Sénégal, ils ont tous développé des usines propres. Et puis, ils ont été rachetés, ils ont été grignotés finalement par les intérêts internationaux. Et c'est désespérant. Et effectivement, on est face à ce phénomène de domination économique qui est difficilement supportable. Par ailleurs, dans le principe même de l'adoption du wax, il a été adopté de manière tellement intense en Afrique et dans toute l'Afrique subsaharienne finalement, énormément en Afrique occidentale et en Afrique centrale, mais aussi en Afrique orientale. Et donc, il assume une forme d'africanité que presque aucun autre produit n'a, parce qu'il est difficile de parler d'africanité quand on a un continent qui a autant de pays différents. Donc, bien sûr. Mais le wax assume quelque part cette
africanité. Et je crois que quand certaines femmes africaines ou hommes africains disent que le wax est vraiment associé à une identité africaine, ils n'ont pas tort parce que depuis le moment où il a été adopté ou réadopté en quelque sorte, parce que vu que ce tissu arrivait d'Europe avec des motifs qui étaient propres à l'Afrique, parce que les concepteurs européens du début du XXe siècle sont allés en Afrique pour réunir des motifs qui faisaient partie des motifs traditionnels africains. Donc ils ont reçu un tissu qui était fabriqué à l'extérieur, mais qui portait des signes d'une identité qu'ils reconnaissaient immédiatement. Donc l'adoption a été massive et elle s'est produite aussi dans toutes les sphères où les personnes recherchaient le plus l'authenticité africaine, je dirais. Oui. Mais certains masques en Côte d'Ivoire, par exemple, se produisent avec des vêtements qui sont parfois constitués de tissu wax, en étant absolument convaincus qu'ils sont dans une sphère totalement africaine, oui. Totalement associés à leur culture propre. En même temps, il y a aussi, pour ceux qui savent que le wax provient d'Europe et qui recherchent du véritable wax hollandais, il y a cette espèce d'admiration pour ce qui vient d'un ailleurs qui est exotique, parce que évidemment l'ailleurs européen est exotique pour l'Africain et l'ailleurs africain est exotique pour l'Européen, et ça joue dans les deux sens, et ça joue probablement aussi dans l'engouement du wax du côté maintenant des concepteurs, des couturiers ou des Européens. Mais c'était ma question suivante en fait sur ces implications dont vous avez parlé, les implications sur les plans religieux et politiques. On a par exemple vu des wax à l'effigie de Barack Obama, de Valéry Giscard d'Estaing, et vous l'avez dit aussi, c'est utilisé dans certains secteurs religieux. Et j'aurais aimé savoir, cette symbolique très forte, qu'est-ce que ça veut dire dans certaines sociétés africaines, le fait qu'il y ait des wax à l'effigie des présidents, par exemple? Ben là aussi, on est dans une logique tellement paradoxale parce que les actuels présidents africains, finalement, ils sont présidents d'un pays dont les frontières ont été établies par l'Occident. Et donc, quand on demande aux différentes populations africaines d'accepter leur nation comme une nation qui a son identité propre, ben, elle a aussi été imposée par l'Occident. Donc il y a aussi déjà ce clash énorme. Et puis, évidemment, on peut avoir des opinions politiques et les afficher sur un tissu, mais il y a des présidents autoritaires qui ont exigé que dans les manifestations politiques, par exemple, les personnes portent du wax à leur effigie. Et donc, il y a aussi ce jeu d'autorité, de domination qui est interne, qui est externe et qui intervient dans l'adoption d'un tissu avec l'effigie d'une personnalité politique. Et puis, je crois aussi que malgré tout, il y a des personnes qui ont porté du wax avec l'effigie de quelqu'un sans vraiment adhérer totalement à ce que cette personne représentait. Je pense que... Mais le motif était joli, donc il portait... Le motif était joli, oui. Mais Barack Obama, c'est encore une autre histoire, évidemment, puisque lui, il représente une espèce de réussite absolue d'une personnalité qui est métisse et qui donc se relève de l'Afrique et qui donne... une espèce de nouveau souffle, de raison d'être absolument fier de son identité africaine parce qu'il a, à un certain moment, été, entre guillemets... président du monde. Le président du monde, oui, parce que c'est souvent comme ça qu'on voit les États-Unis. Chaque pagne a un nom. Quand un pagne a un nom, ça se vend. Ça, on l'appelle cœur fléché. Ça peut être la maman qui travaille. Il y a encore mon mari est capable. Ça peut être un enfant malade. Enfin, c'est l'histoire de l'Afrique aussi. Retour à notre époque. Depuis 2 décennies environ, avec un pic ces dernières années, le wax est devenu définitivement hype. Désenclavé des petites boutiques traditionnelles où il était vendu à bas prix, le tissu s'affiche aujourd'hui sur les modeuses de tous horizons. Et des marques collaborent avec de grands magasins. Tout ça, c'est devenu une grande entreprise marketing qui semble pas vraiment se poser de questions sur l'histoire de ce tissu et qui aime surtout son exotisme. Un petit goût d'Afrique, sans les Africains, quoi. J'ai interrogé Hélène Lucas, associée de Panafrica. Les baskets recouvertes de wax de la marque ont fait un tabac aux Galeries Lafayette, alors qu'on les attendait pas vraiment. Et depuis, elles sont devenues un symbole du chic, d'une certaine cible CSP+ urbaine qui veut se donner un petit air décalé. Panafrica s'est lancé grâce à une campagne de crowdfunding au milieu des années 2010.
Une date qui coïncide à peu près avec la montée en force du wax dans les hautes sphères de la mode en France. Nous, le wax, on n'avait pas vu la tendance venir du tout, puisque voilà, c'est en fait à la base, Panafrica, c'est un de mes associés qui s'appelle Hugues, qui habitait en Côte d'Ivoire et qui travaillait en contrat local du coup à Abidjan. Il a travaillé ensuite à Dakar et au Congo-Brazzaville. Et donc, qui est tombé amoureux de ce tissu pour les couleurs. Et donc, Panafrica, c'est né de 2 envies. La première, c'était vraiment une intention créative, donc de créer une basket sympa qu'on voit pas dans la rue d'habitude ici en France. Et après, l'idée, c'était de créer une basket qui puisse avoir un impact positif. En tout cas, du moins, pas avoir les mêmes impacts négatifs que dans la mode traditionnelle. Donc, faire en sorte que quand on travaille avec des partenaires, tout le monde puisse avoir un système qui fait que tout le monde s'y retrouve humainement, économiquement parlant. Du coup, cette tendance, ça vous a un petit peu porté quand même, non ? Le fait que le wax devienne si à la mode, qu'on commence à le voir un peu partout dans les magazines. Comment vous analysez ça, vous ? Oui, c'est certain qu'en fait, il y a eu une sorte d'alignement un petit peu d'étoiles dans le sens où on a eu cette idée, on a lancé Panafrica et on s'est rendu compte qu'en effet, le wax était à la mode. Donc on était nous-mêmes surpris de voir tout cet engouement. Après, nous, ce qui nous a permis de nous conforter dans l'idée qu'on était parti sur la bonne idée, c'était pas le fait d'utiliser le wax, mais c'était de se dire que du coup, avec tout le système qu'on avait mis en place en Afrique, on allait pouvoir mettre en avant, ou en tout cas travailler avec d'autres matières que le wax, mais que du coup, en effet, pour le lancement, c'était le bon moment, quoi. C'était ce qu'il fallait. Quel type de clients vous avez aujourd'hui chez Panafrica ? On a des clients qui sont très différents. On n'a pas de catégorie très spéciale, même si on va dire que notre cible, je vous parle aussi de cible, mais aussi clientèle, entre 25 et 35 ans, plutôt urbaine, plutôt parisienne. Mais en fait, là, on est en train d'enregistrer au cœur de la boutique et tous les jours, on voit des personnes très différentes arriver. Ça va de la grand-mère qui a besoin d'une paire de baskets confortables aux personnes vraiment afrodescendantes qui veulent porter des tissus, en tout cas des produits made in Africa, au-delà du wax. Mais en tout cas, comme ils connaissent l'histoire de Panafrica, ils veulent consommer des produits qui viennent d'Afrique, à des personnes qui ont justement des wax lovers, on va dire, qui collectionnent tous les tissus et qui trouvent ça, qui aiment beaucoup la fantaisie du tissu, quoi. Alors le wax, c'est une histoire globale, hein. On sait, c'est venu des Indes, c'est passé par l'Afrique, l'Europe, c'est revenu, c'est reparti. Et comme vous l'avez dit, vous avez un modèle de production éthique et il y a une grande disparité quand même dans les modèles de production du wax, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et vous avez choisi de travailler avec des entreprises africaines spécifiquement. Vous pouvez nous dire lesquelles, comment ? Et pourquoi ? Alors du coup, sur une basket Panafrica, il y a différents tissus et on fait en sorte qu'ils soient sourcés, en tout cas que nos partenaires soient basés en Afrique. Donc quand on a eu l'idée de faire une basket avec du wax, ça paraissait logique de ne pas travailler déjà avec des contrefaçons. Et ensuite, après, de minimiser l'achat auprès du groupe hollandais, en tout cas fabriqué en Hollande, Visco. Par contre, on travaille avec Uniwax, qui fait partie du groupe Visco, mais qui, du coup, emploie des personnes à Abidjan. On travaille également un petit peu, on commence avec JTP, qui est pareil, groupe Visco, mais au Ghana. Et c'était un peu notre manière à nous de soutenir un peu l'industrie locale, en tout cas la création de valeur ajoutée localement. En fait, il faut savoir, nous, chez Panafrica, notre manière vraiment de fonctionner, c'est de faire en sorte que tous nos schémas d'approvisionnement soient non seulement en Afrique, mais en tout cas soient équitables pour chacune des personnes qui intervient. Et il y a cette notion aussi de crédit, dans le sens où on va utiliser ce tissu wax dit africain. Donc, on va rendre à César ce qui appartient à César et on va préciser que c'est du wax fabriqué en Afrique. Et c'est pas juste... on a ce tissu, il est trop cool, on l'utilise en ignorant complètement toute son histoire, juste parce qu'il est joli, non. Et, on rappelle aux gens très régulièrement, et ça fait partie vraiment, la transparence, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on veut mettre en place, c'est que voilà, on utilise ce tissu-là, mais on l'a pas choisi pour n'importe quelle raison, et qu'il n'a pas n'importe quel impact, et que c'est pas fait sans réfléchir. Donc après, ça, c'est pour le wax. Mais après, on a d'autres matières, comme on travaille avec du pain baoulé. On travaille aussi avec des toiles tissées unies qui sont tissées à Ouagadougou, donc au Burkina Faso. Et ça, c'est toute la logique en fait de Panafrica, c'est l'approvisionnement africain. Donc le wax, évidemment, même si toute son histoire n'est pas à proprement parler africaine, il fallait au moins qu'il soit d'origine africaine. Oui, parce qu'il y a du wax chinois, c'est ça ? C'est quoi les wax un peu de contrefaçon, comme on peut dire ? Du coup, c'est Uniwax qui nous a expliqué ça. C'est qu'en fait, il y a dans les années 60, donc pendant la colonisation, il y a eu des usines africaines de wax qui ont ouvert.
donc au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et après, il y a eu cet engouement pour le wax auprès des populations africaines qui ont fait qu'il y a des pays asiatiques qui ont vu une opportunité, puisque eux, de leur côté, ils ont également toutes les manufactures, toutes les infrastructures et tout le coton pour fabriquer une toile imprimée. C'est pas la vraie technique du wax, c'est vraiment juste une impression. Et donc, qui leur permet de revendre ces matières-là jusqu'à 3 à 4 fois moins cher que le tissu wax imprimé localement, par exemple, à Abidjan. Et donc, forcément, quand on peut s'acheter le même motif, la même toile, c'est ce qu'on appelle vraiment de la contrefaçon à 4 fois moins cher. Forcément, ça a fait en sorte que toutes les usines africaines, enfin en tout cas locales, ont été en grande difficulté et certaines ont mis la clé sous la porte carrément, puisque la concurrence était trop forte. On sait qu'il y a Vlisco qui a le monopole un petit peu autour du wax, mais est-ce qu'il y a des entreprises africaines spécifiquement qui sont à côté, qui sont peut-être plus petites, mais qui continuent à exister malgré ça? Alors, je sais qu'à Abidjan, donc, il y a Uniwax et Woodin, donc ça fait partie également du groupe Vlisco. Nous, c'est vrai que là, pour le wax, nous, on travaille avec Uniwax parce que ça fonctionne bien, ça nous permet de travailler de manière plus directe en tout cas que si on était avec Vlisco. Mais après, nous, par exemple, là, on travaille avec du batik, qui est donc l'ancêtre du wax, mais en tout cas sur la technique de la cire au Ghana. Et là, on n'est pas sur un niveau d'entreprise, on est plus sur un niveau de atelier. Donc c'est une dame qui s'appelle Esther et qui travaille avec 3-4 personnes et qui fonctionne très bien et qui arrive à générer des revenus et à vendre ses matières et à proposer des produits de qualité et très bien manufacturés que nous ensuite on intègre sur nos baskets. Mais en tout cas oui, c'est sûr qu'il y a énormément d'autres initiatives et il y a surtout pas que le wax, il y a plein de tissus africains vraiment de par leur culture, de par leur technique qui doivent justement être mis en avant au-delà du wax. Maintenant on peut le faire grâce au wax parce que c'est ça qui a permis le lancement de Pan-Africa. C'est ce vers quoi on va, c'est de pouvoir utiliser d'autres matières et de rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres choses à exprimer que le wax industriel sur les chaussures. C'est quoi pour vous la suite du wax, la suite de l'histoire du wax? Parce que là, on voit que maintenant, il y a cette émergence en France. Peut-être que dans certains pays d'Afrique, c'est pas que c'est devenu ringard, mais en tout cas, c'est habituel. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite, vous? Pour le wax, je pense qu'on n'est pas du tout sur une tendance mode ponctuelle. Parce que déjà, ça fait déjà quand même 3 ans, bientôt 4, qu'on dit c'est la mode du wax, ça fait quand même long pour une mode. Je pense que là, c'était plutôt l'arrivée en fait de ce tissu dans notre mode de consommation. Donc pour moi, l'avenir du wax, je pense que, à mon sens, il va toujours être aussi présent. Moins en mode, forcément, parce que d'autres tendances vont arriver. Mais en tout cas, on a juste là, ces derniers temps, pu observer son arrivée vraiment en Occident, dans le quotidien en fait, des Occidentaux. Alors, est-ce que si on n'est pas noir, porter du wax, qui est le symbole par excellence de l'Afrique, c'est de l'appropriation culturelle? Eh bien, pas nécessairement. Dans toutes les situations de ce genre, ce qui est important, c'est de voir où va l'argent, de comprendre à qui profite la vente. Si dans toute la chaîne, du designer, producteur, revendeur, publicitaire, modèle et clients, les pays africains sont totalement absents, alors que le wax se vend précisément parce qu'il représente le continent, oui, on peut dire qu'on a un problème. Une histoire complexe amène des enjeux économiques ardus. Autre symptôme de cet imbroglio post-colonial, le succès du wax étouffe la création africaine parce qu'on ne voit que lui aujourd'hui. Pourtant, le bogolan du Mali, le korogo de Côte d'Ivoire ou encore le rabal du Sénégal et de la Guinée-Bissau sont des tissus magnifiques qui gagnent à être connus. Et certains créateurs et créatrices en viennent à ne plus vouloir entendre parler du wax. En réalité, l'idéal dans toute cette affaire, ce serait que le wax serve de porte d'entrée vers ces autres tissus africains remis au second plan à cause de son hégémonie. Et que le wax donne à voir, vraiment pour le coup, une autre Afrique. Merci à Anne-Marie Boutiot et Hélène Lucas pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et retrouvez dès demain Thomas Rozek pour un nouvel épisode.